Alors, en direct de la fin de l'événement Agora des Cariatides, nous nous trouvons avec Aliette. Aliette, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux d'abord te présenter brièvement à nos auditeurs? Aliette Bertin, je suis la femme de. Alors, je suis plus connue ici pour être la femme d'Eliott Bertin, donc un militant nationaliste qui est incarcéré aujourd'hui suite à sa présence à l'hommage pour Quentin. Et puis au-delà de ça, je suis très engagée dans la cause pro-vie, donc contre l'avortement et ses conséquences, que ce soit l'euthanasie, la PMA, la GPA, etc. Voilà, c'est mon militantisme de façon générale. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce que tu as retenu des autres interventions et après présenter brièvement ce que tu as dit? Là, de ce que je retiens des autres interventions, c'est que de façon générale, c'était aujourd'hui, on était un forum qui cherchait à mettre en lumière un peu quelle était la bonne vision à avoir de la femme et de son rôle dans la société. Donc, il y a eu plusieurs visions assez différentes d'ailleurs qui ont défilé au fil de la journée. Entre ce matin et cet après-midi, c'était assez différent. Mais voilà, globalement, je la continuer à dire que les femmes ne sont pas les concurrentes des hommes, qu'elles sont complémentaires et qu'elles ont elles aussi leur place dans la société. Et cela, en tout cas, j'adhère totalement avec mon conclusion. Très bien. Et donc c'est ce que dans ton discours, c'était de revenir notamment sur ton combat pro-vie. Est-ce que tu peux revenir notamment sur les quelques anecdotes sur la répression notamment qui touche les militants pro-vie? Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, en fait, moi, mon intervention, elle consiste à revenir sur la question des enjeux. On va produire en quoi est-ce que euh, il est nécessaire de se positionner, de combattre l'avortement qui est, pour moi, le fléau du siècle. En fait, derrière la question de l'avortement, il y a la question de savoir si, fondamental de savoir si oui ou non il s'agit d'un enfant, d'un être humain. À partir du moment où on considère que l'embryon, enfin, on constate que l'embryon est un être humain comme vous et moi, à partir de ce moment-là, le silence est impossible. Sauf qu'aujourd'hui, on assiste à une forte répression de la part du gouvernement français et même de façon générale de la part de la majorité des gouvernements en Europe contre les activistes anti-avortement et pro-vie de façon générale. Donc en France, c'est le cas depuis 93, puisque depuis 93, on a ce qu'on appelle le délit d'entrave à l'avortement, donc qui interdit à toute personne de bloquer les salles de procédure d'avortement, de convaincre une femme de ne pas avorter, et puis également, enfin, voilà, les textes, les écrits sont aujourd'hui interdits sous peine d'emprisonnement ou de très grosses amendes. Donc c'est une répression qu'on a beaucoup connue il y a une quinzaine d'années environ. Où, voilà, je vais raconter l'épisode du père abbé du Barou, père abbé fondateur de Barou, dont Gérard, qui s'est retrouvé en garde à vue après avoir bloqué une salle de procédure d'avortement. Parce que, voilà, il s'est retrouvé en garde à vue parce que justement il avait enfreint ce délit d'entrave. Et donc le gouvernement s'était acharné sur lui. Il y a eu une très grosse politique de répression à ce moment-là. Donc plusieurs activistes se sont fait menacer, notamment certaines femmes se sont fait menacer de se voir retirer la garde de leurs enfants si elles continuaient à s'engager contre l'avortement. Et donc ce qui a posé, si vous voulez, derrière ça une espèce de chute libre du militantisme où les personnes ont commencé à avoir peur de cette répression. Il y a eu donc une période assez calme où en fait finalement les polices se résumaient globalement à la marche pour la vie annuelle qu'on retrouve au mois de janvier à Paris. Et aujourd'hui, on assiste, j'ai l'impression qu'on assiste en tout cas à un espèce de réveil dans la jeunesse de France qui se sensibilise beaucoup plus, qui se forme beaucoup plus sur la question de l'avortement, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel silence, et qui finalement commence à refuser de se taire face à ce constat abominable, ce que c'est que l'avortement, à savoir le massacre des enfants innocents. Donc j'espère que cette jeunesse ne sera pas effrayée par la répression que l'on connaît aujourd'hui, qu'on a connue à 15 ans, et que cette jeunesse voilà, ne se limitera pas, si vous voulez, ne s'arrêtera pas à cause de la justice des hommes. Très bien. Alors, est-ce que tu peux citer quelques autres noms que les personnes qui se sont illustrées dans le combat pro-vie? Alors, en termes de personnalité, on ne peut pas ne pas citer Bienheureux Jérôme Lejeune, puisque, enfin, le général Jérôme Lejeune,
tout simplement parce que lui c'était un grand professeur qui a découvert la trisomie 21. Et c'est cet homme, ce médecin absolument enfin, bluffant, impressionnant, a décidé de consacrer sa vie pour ces petits malades, alors même que ça risquait de remettre en jeu sa carrière. C'était un homme, enfin, voilà, il est le fondateur de la génétique moderne, un homme d'une science illustre, qui en fait a eu le choix à un moment donné entre carrière et reconnaissance publique et gouvernementale et le fait de soigner ces petits malades. Il a choisi de rester un médecin, de continuer de s'occuper de ses patients. Il a préféré cette voie-là plutôt que celle du carriérisme et donc il s'est mis en opposition avec le gouvernement qui choisissait, qui préférait, enfin voilà, qui a essayé d'avorter, d'éliminer tous les enfants porteurs de trisomie 21. Et donc ça a été le combat de ce professeur jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais arrêté et pourtant sa famille se faisait menacer quotidiennement sur la fac de ses filles. On recevait des tags à mort le jeune et ses petits monstres. Et en fait tout ça, toutes ces embûches, ces obstacles que les gauches, que le gouvernement ont essayé de lui mettre, et en fait il les a dépassés et il n'a jamais arrêté, il ne s'est jamais essoufflé. Donc il y a lui, il y a également Xavier Dor, qui était médecin, qui lui a été condamné, je crois, environ une dizaine de fois, également à de la prison, pour avoir justement continué à faire des délits d'entrave à l'avortement, tout simplement en fait, entre une condamnation et le fait de sauver des vies, il préférait sauver des vies et accepter la condamnation. Donc du coup, voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais arrêté. Et puis, si vous pouvez, voilà, il y a évidemment d'autres exemples qui sont moins connus. C'est un combat qui est encore récent, parce que la légalisation de l'avortement ne date que de 75, même s'il y a toujours eu d'avortement dans l'histoire. Moi, mais il y en a toujours eu. Mais la véritable question que je pose, c'est moi, est-ce que vous, demain, vous serez les leaders de ce combat? Est-ce que vous, demain, vous accepterez cette lourde tâche qui est de ne pas avoir peur de la répression étatique et qui est de vouloir sauver à tout prix ces vies innocentes face à ces avorteurs qui n'ont plus rien à arrêter. D'accord. Alors, tu parlais de ton époux qui subit la répression de plein fouet avec d'autres militants lyonnais. Est-ce que tu peux revenir sur ta récente intervention en collaboration avec le clan et le drapeau noir de soutien juridique, donc, et leur action pour les personnes qui sont visées par ce genre de mesures? Suite à l'incarcération d'Eliott, deux associations, même plusieurs, trois en réalité, trois associations se sont proposées de nous aider financièrement, tout simplement parce que la situation est un peu délicate. Je suis enceinte, je ne travaille pas actuellement en raison de cette grossesse qui est assez, voilà, qui est déjà assez difficile. Et le fait que Elliott soit dans des enfants, mais en fait, ça mettait quand même en instabilité notre famille, parce que il y a les frais d'avocat, il y a à payer, puis il y a également voilà, les frais du quotidien, l'arrivée d'un bébé à payer. Enfin, voilà, pour le premier en tout cas, c'est pas un peu payer parce qu'on n'a rien. J'ai un berceau, une poussette, etc. Et donc, le clan et le drapeau noir se sont gentiment proposés de prendre en charge non seulement les frais d'avocat, mais également ces dépenses quotidiennes pour l'arrivée de notre enfant, pour nous permettre de tout simplement de survivre. Et donc, effectivement, j'avais fait il y a quelques semaines une vidéo pour le clan et pour le drapeau noir, justement pour les remercier. Vidéo qui a sauté parce que la raison, je n'en sais rien, mais en tout cas, il se trouve que le gouvernement n'a pas apprécié que je raconte simplement l'histoire de mon mari et les raisons pour lesquelles il est en détention actuellement. D'accord. Et bien justement, en parlant de ton mari, est-ce que tu as un mot à lui dire à la caméra? Je suis extrêmement fière de qui il est, du combat qu'il mène. Je ne regrette absolument pas de sa femme. J'ai la chance de savoir qui est Elliot. J'ai la chance de vivre avec lui, de partager, quand il est là en tout cas, son quotidien. Elliot, c'est une personne qui a une ouverture d'esprit qui veut on dit.
et qui, moi, m'a toujours fascinée. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui, par son histoire, par son éducation, par son évolution intellectuelle, personnelle, mais une personne qui a été amenée à rencontrer énormément de personnes différentes, avec des parcours différents dans sa vie. Et Elliot n'a jamais eu le moindre jugement pour ces personnes, et au contraire, il s'est toujours beaucoup intéressé au parcours des personnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a une culture qui est très riche et qui est. Voilà, il a une ouverture d'esprit qui est absolument extraordinaire. Et que je souhaite à d'autres parce que si tous les hommes avaient son ouverture d'esprit et sa capacité d'écoute, je pense que le monde se porterait bien mieux. Et Elliot, j'espère que tu verras cette vidéo quand tu sortiras. Et sache une chose, c'est que je suis très fière d'être femme, fière de porter notre enfant. Et un mot pour cet enfant quand il regardera cette vidéo bien plus tard. Eh bien, quand il regardera cette vidéo plus tard, j'espère qu'il comprendra tous les événements, qu'il comprendra pourquoi est-ce que sa mère était aussi stressée quand elle l'attendait. Souvent, qu'un enfant est une éponge, son héros, et je pense que notre enfant n'est pas épargné par le stress de sa mère, des circonstances. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cet enfant aura de quoi être fier de son père. De sa mère, j'espère. Mais bon, pour ça, on a encore des choses à faire. Mais j'espère que notre enfant, non seulement sera fier de ses combats, mais qu'également il les continuera. Si besoin en est, il les continuera. J'espère qu'il n'aura pas la même urgence, qu'il n'y aura plus la même urgence que nous la connaissons, mais bon, malheureusement, c'est un peu idéaliste de penser que dans 10 ans, ce sera plus. Donc j'espère qu'il continuera, parce que nous, on a essayé de commencer et qu'il fera perpétuer cela familialement auprès de ses parents. Bien, donc un mot de la fin pour nos auditeurs. Bien, je veux tout d'abord remercier pour votre soutien. N'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur de continuer ce combat, ou en tout cas de nous aussi. Il vaut mieux craindre, il vaut mieux subir la justice des hommes que subir entre guillemets, la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que le rôle de notre vie, le sens de notre vie n'est absolument pas ni d'être matérialiste, ni d'accumuler des biens matériels. Le rôle de notre vie, c'est de faire régner son règne, de le faire régner lui et le bien commun. Et cela va ensemble de façon générale. Mais donc, du coup, voilà, il vaut mieux, parce que nous essayons de faire le bien, subir l'injustice du gouvernement et de la République française, plutôt que d'avoir à répondre de notre réaction et de notre silence.